Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ici sur le golf de Cabotte à Bordeaux, qui est sublime pour ce deuxième rendez-vous de JP vous met à table. Vous allez voir, on va encore avoir des invités exceptionnels. Je vous les présente et je vais tout de suite à table. Allez, pour ce nouveau numéro d'À table avec JP, nous recevons deux Greg et non pas des moindres. Grégory Avray est parmi nous, suivi de Grégory Bourdi, nos deux champions français. Derrière eux, la belle, la sublime Béatrice Pavon, enseignante, ainsi que Peyo Thomasena, directeur du superbe golf de Cabotte. Je vous ai réservé une petite surprise et je voudrais avant tout vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de vous recevoir. Merci. Je vous ai réservé une petite surprise pour le repas. On va demander ça, vous allez voir, à Benoît, il va vous en parler, vous allez être ravis. Il est là, Benoît. Benoît qui est le chef de cette super table. Ça va, Benoît? Comme je sais que tout le monde est un peu sud-ouest, Pays Basque, je me suis dit qu'un petit merlu pêché à Saint-Jean-de-Luz, ça reste des produits qui sont simples, qui sont très bons. La glacière a bien tenu avec les... Je suis arrivé avec le train, je le sens super. Sur le dessert, tu peux nous dire ce que tu nous as Bien dit? sûr. Notre chef pâtissier qui nous a préparé un petit entremets au chocolat. Sa petite touche personnelle, c'est que c'est légèrement poivré, avec un poivre qui arrive du Brésil. Donc c'est un petit côté fumé. Voilà. Donc, c'est l'accord café-chocolat qui est plutôt pas mal avec une pincée de poivre. Alors par contre, je suis allergique au chocolat et je mange pas de poisson. Eh bien écoute, on a prévu autre chose. Voilà, le livreur arrive. Merci Benoît. Avec grand plaisir. Magnifique, merci. Je vous avais dit que je vous avais une petite surprise. Je suis arrivé avec le merlu ce matin. De Saint-Jean, voilà, mais vous connaissez tous. On se croise toujours tous à Saint-Jean, donc bon voilà, c'est la petite... Donc merci beaucoup. Exactement, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi de vous recevoir, vraiment. On sort un peu du master. Alors on va commencer un peu par Béatrice, toi qui connais bien ce parcours. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu cette année du master? Tu l'as regardé aussi? Alors, je regarde rarement le golf à la télé. J'ai regardé, oui, rarement, parce que je pense que c'est un truc de garçon, ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent pendant des heures et des heures jusqu'à 4 h du matin du golf à la télé, parce qu'on fait énormément de choses à côté. Ouais. Donc j'ai regardé surtout les derniers trous du master. Donc j'étais ravie que Rory gagne. Ouais. Un peu déçue parce que moi j'aurais mis un petit billet sur Justin Rose. Petit coup de cœur. C'est pareil. Parce que moi j'aurais aimé que Rory mette la veste sur Rose, j'aurais trouvé ça tellement. Ça aurait marqué, ça aurait été fantastique. Bon, pas déçu, parce que Rory, 2 fois champion, gagné 2 fois le master à 36 ans, c'est juste génial. Il y a combien de joueurs qui ont fait ça? 3. C'est maintenant le quatrième. Oui, c'est le quatrième. Il y avait Nicklaus, je crois, Tiger. Nicklaus, Woods et Faldo, et maintenant Rory. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, j'ai regardé, écoute, non, bien, très bien. Qui c'est qui l'a joué là? Vous l'avez joué? Moi j'ai joué, ouais. T'as joué Augusta, toi? Quel melon! J'adore! Ah oui! Ouais. Moi j'ai joué Augusta. 10 fois. Ouais, je vais régulièrement. Alors ce qui est drôle, c'est que tu as les numéros là sur les cadets. Oui. Ils ont tous leur combi blanche là, et tu as les numéros, donc tu peux avoir 7, 12, 67, etc. Et en fait, à part le numéro 1, c'est l'ordre d'arrivée là-bas. Donc quand tu arrives, plus tôt tu arrives, plus ton numéro est bas. Sauf le numéro 1, qui est le vainqueur de l'année d'avant. Donc voilà, donc tu avais Rory, le numéro du cadet, c'était Rory. Rory, dans le speech, a dit tiens, je suis content, tu vas le garder à. Voilà. Tu gardes le numéro 1. L'année prochaine, il sera le numéro 1, et après les autres, c'est dans l'ordre d'arrivée. Moi, j'étais numéro 3. C'est arrivé quand? Ah ouais? J'étais arrivé la semaine d'avant. Je campais devant. J'étais arrivé mercredi de la semaine d'avant. Allez, je vais jouer au Augusta, je vais le poncer le parcours. Mais c'était ouvert dès le mercredi d'avant? Non. Ah, fantastique. C'est ouvert. C'est quoi? C'est l'ordre d'arrivée quand tu te présentes au golf? Quand tu arrives, tu t'enregistres. Tu valides? Tu vas, tu dis tac tac, tu signes, et on te file ton numéro, tout le bordel pour le cadet. Parce que moi j'avais, donc soit tu as un cadet local, soit tu t'amènes ton cadet. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de cadets locaux, qui étaient pris par les joueurs. Et évidemment aujourd'hui beaucoup moins, à part les amateurs. Ouais. Donc moi j'avais mon cadet et tu récupères tout ton pactage, quoi, tu vois. Donc avec un beau pactage. Alors, j'étais pas numéro 2. C'est-à-dire, tu as les carnets de parcours, la tenue du cadet, les casquettes, tout un manuel d'information, ce que tu peux faire quand le parcours est ouvert, pas ouvert, par rapport aux journalistes, par rapport au public. Par exemple, le dimanche, c'est fermé au public, puisque les journalistes. Bon, bref, tu as tout un tas d'informations, par où rentrer, à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme, bref. Et donc, tu as ce truc avec la combi du cadet, et donc j'avais numéro 3. J'étais arrivé le mercredi. Et alors, le 2, qui c'était?
Qui t'avait battu? Ah, tu j'étais arrivé avant toi. Ça peut être un choix stratégique d'arriver plus tôt. Enfin, est-ce qu'il y en a qui arrivent, il faut arriver plus tôt parce que tu as un ordre de départ, il y en a qui veulent partir. Ça joue ou pas? Alors Ça, c'est différent, ouais. Ça, c'est différent. En fait, tu peux arriver très tôt le mardi parce que toi, tu as l'affinité de t'entraîner tôt, parce que tu as des choses prévues l'après-midi, avec tes coachs, ton entourage, une séance de sport, etc. Ou l'inverse. Par contre, moi, j'étais arrivé tôt. J'avais décidé, déjà pour le décalage horaire, ça me paraissait pertinent d'arriver tôt. Et puis bon, c'est vrai que le fait que ce soit Augusta fait que j'ai mis 2-3 petits jours en plus, histoire de profiter, de faire le parcours. Déjà, voilà, le vivre à fond, savourer, j'imagine, fantastique. Exactement. Et aussi le dompter un peu, enfin, essayer de le, parce que ça a l'air d'être un monstre, simplement dit. Donc, compliqué. C'est un parcours, chaque coup est compliqué en fait. Tu vois, chaque coup, tu as un endroit qui va être parfait pour un certain drapeau, mais ce même endroit, le lendemain, va être injouable pour le drapeau suivant. Tu as une pente sur laquelle tu peux t'appuyer pour ramener ta balle de telle manière, mais si jamais tu prends pas la bonne pente, tu vas dans un endroit où tu peux plus jouer le drapeau. Enfin, chaque coup, c'est une équation. Laisse tomber. Et quand tu le vois à la télé, tu te rends pas compte de ça. En fait. non, ça T'as écrase. l'impression que c'est plat. Mais quand ça écrase tu es énormément. là-bas, tu te dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à ce point. Mais même pour chipper, même pour chipper, c'est un truc de dingue. Par exemple, tu as un trou, le par 3, c'est le 4. Tu as un drapeau qui peut être court à gauche, là. Si tu es long, tu peux pas jouer en direct le trou. Parce que si jamais tu n'as pas la bonne vitesse, mais ça se joue au quart de tour de balle, ta balle, elle continue et puis tu vas à 30 mètres du green. Par contre, et ça c'est Ola Sabal qui me l'avait dit, j'avais fait 9 trous d'entraînement avec lui, tu vas jouer contre la butte du bunker et la balle va se ramener vers le trou, tu vas la mettre à 2 mètres et là tu as une chance de faire part. Mais tu n'auras pas moins de 2 mètres pour faire part. C'est comme ça, la balle va revenir et donc tu assures, entre guillemets, tu vas faire 3 ou 4. Mais si jamais tu prends la direction directe, tu peux faire 3, 4, 5, 6, si jamais tu fais une petite gratte, tu vois. Et ça, c'est sur chaque coup, tout le temps. Donc, on arrivait je sais plus quel trou, au 13, il m'avait dit, la Sabal, si tu as le drapeau long à gauche, tu peux attaquer le green en 2 si tu es dans telle ou telle position. Parce que si tu drops, tu as un chip tout en longueur avec la montée. Par contre, si le drapeau est près de l'eau, là, il faut surtout pas attaquer parce que si tu drops, tu peux plus jouer le coup. Donc, il faut que tu fasses plutôt les hop, à moins que tu aies moins de temps de mètres. Parce que si tu loupes à gauche, tu as un chip tout en descente. Enfin, et à chaque coup, c'est ça. Et donc, c'est aussi pour ça que j'étais arrivé très tôt. C'est pour prendre toutes mes notes et bouffer de l'information et assimiler tout ça. En plus de Chema, tu t'es accompagné d'autres anciens vainqueurs ou d'autres... Non, alors moi j'étais assez copain avec un mec qui s'appelle Jerry Kelly, qui joue sur le Senior Tour, qui a fait une très bonne carrière amateur. Et lui, son meilleur pote, c'était Steve Stricker. Donc j'avais fait 18 trous d'entraînement avec les deux. J'avais joué avec Ola Sabal 2 fois 9 trous. J'avais fait le concours de par 3 avec Stricker et Jerry Kelly aussi. Donc j'avais pas mal traîné toute la semaine avec ces deux mecs-là, qui étaient des vieux de la vieille. Alors Stricker, il n'avait pas gagné de majeur, mais c'était un monstre, capitaine de Ryder Cup, voilà. Et puis niveau stratégie, je pense. Niveau stratégie, voilà. Il m'avait les par 3, c'était génial parce que moi j'avais. Les par 3, c'est. Ah ouais, ça a l'air fantastique. T'as envie de pleurer à chaque fois. Ah oui, tellement les et ça, enfants je sont m'y attendais pas, mignons. moi. L'ambiance, les gens ils suivent autant que la compétition. Les par 3, c'est C'est magique. Et tu vois les enfants, mais ils font des trucs incroyables, ils sont applaudis, la foule se lève, très à l'américaine, tu vois. C'est génial. Franchement, moi j'étais super émue de voir mon petit-fils en plein milieu en train de courir, qui s'amusait à renverser des bouteilles d'eau, tu vois. Enfin bon, c'est trop mignon, trop chou. Et t'es avec qui dans la partie? J'étais avec un Suédois mais qui a joué tout le temps aux États-Unis, Carl Peterson. Et j'avais joué avec le fils ou le petit-fils d'un super joueur, Ryan Palmer. Ok. Voilà, j'avais joué avec les deux. Ryan Palmer, bon, le typique américain, n'avait pas trop parlé. Le Suédois, je le connaissais assez bien du tour. On avait fait quelques tournois déjà ensemble. J'avais joué en 2001, je me rappelle, en 2000, quand j'ai eu mes cartes pour le tour européen. J'avais joué les 2 derniers tours, les 5 et 6e tours avec lui pour la montée sur le tour. Donc on se connaissait un petit peu et voilà. Et alors c'est un souvenir extraordinaire. C'est aussi l'un de mes pires souvenirs aussi, Augusta. Parce que j'étais 17 ou 18e après 27 trous. Donc je jouais vachement bien. J'étais moins 3, je crois, total. Et je fais 43 retours. 43 retours et je loupe le cut de 2 points. C'est-à-dire, je faisais 40 ou 41, je passais le cut. C'est la main corner. Je fais 43. Non, en fait, au 10, je fais un super shot, mes drapeaux fond du parcours, erreur de club derrière le green, mort, dans un Magnolia, là, avec Claude François, tu vois. Comme ça, je fais gras truc, je fais double bogey. De là, 11, trou hyper dur, je fais bogey. 12, je prends le green, mais je fais 3 putts. 13, je prends le green en 2, mais je fais 3 putts.
Et là, j'ai débordé par le. J'ai pas réussi à trop me contrôler. J'ai vraiment pas été bon mentalement, tu vois. Je me suis un peu laissé emmener là-dedans et j'ai fait une succession d'erreurs qui ressemblaient pas du tout à mes 27 premiers trous. Bon, c'est comme ça, mais j'avais très bien joué le premier jour, j'avais fait -2. J'étais moins à l'aller. C'est épuisant mentalement. Mais Tu n'as pas le droit de sortir du truc. C'est tellement exigeant. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il fatigue beaucoup. Ouais, tu sur dois la te fin, lessiver à la fin parce de que la tu es semaine. mort, tu finis la partie, tu es mort. En fait, Ouais. tellement tu as réfléchi où poser ta balle, comment chipper. J'étais arrivé le mercredi, ce qui a aussi quelque part peut-être pas aidé pour ma fraîcheur, tu vois. Peut-être. Il y a une autre particularité dont on parle pas beaucoup, c'est Oui, c'est que que tu parles suédois a priori, puisque tu as fait la partie avec le suédois et je ne savais j'ai pas. plein de que- copains suédois. C'est superbe. Plein, ça, quand même. suédoises. Vous voyez, on en Beaucoup. apprend tous les jours. Plein de copains dans cet épisode. suédois. Excuse-moi, c'était une parenthèse, mais Non, mais tu as une particularité assez intéressante là-bas aussi, c'est qu'ils tombent toutes les tondes de fairway se font du fairway vers le départ. Et là-bas, tu as du grain. Ouais, Donc, tu tu l'as as grain contre. Donc, tu pitches, ta balle, elle roule assez peu, tu vois. Ok. Et d'ailleurs, ça se voit quand tu es au départ du 1 et que tu as les caméras derrière. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de fairway, c'est très sombre. ouais. Et quand tu es au green et que tu as une caméra qui va à l'inverse, c'est très clair. Et donc là, tu vois bien le fairway dessiné. Et donc ça, c'est une espèce de petite stratégie pour allonger le parcours et amener un peu de difficulté encore. Je pensais pas que c'était au lieu, tu Ça te joue aussi sur les contacts de balle? Ça joue sur les contacts, bah ouais, parce que tu as un peu de grain contre. Donc dès que tu touches un petit peu trop tôt, tu as la gratte qui arrive assez vite. Ouais. Toi, tu l'as pas joué, hein? Malheureusement, non. Mais j'ai 43 ans, 44 ans dans 2 jours. Ouais. Donc, au golf, la chance qu'on a, c'est qu'on peut jouer jusqu'à tard. Donc voilà, j'ai pas mis une croix. J'ai pas mis une croix, mais je dirais que une de mes plus fortes chances, peut-être, d'y aller, c'est avec un de mes fils et d'aller le qualifier pour Ah, ça les serait par 3. magnifique. Voilà, ça, ce serait un rêve. Si j'arrive pas à réaliser ce rêve avant. Regarde, moi, ça s'est réalisé. Ouais, J'ai pas écoute, cadayé. Voilà, mais Mais au je moins l'ai- y aller et de vivre ça avec Avec ton enfant, magie. avec ça doit être magique. Magie. Ça doit être Je magique. te dis, c'est un truc Donc de- j'espère vivre histoire de ce que tu as vécu. Voilà. Ouais, mais je Et te le souhaite. Ou les amener avant. Tu as beaucoup d'émotions. Mais- C'est oui, beaucoup, j'imagine. beaucoup d'émotions. Toi, Payot, ici avec le golf, tu prends les infos. Par exemple, je te dis n'importe quoi, tu vois, je sais pas comment ça se passe, mais par exemple, sur des golfs comme Augusta ou autre, on sait que la qualité est incroyable ou des modes de fonctionnement. Vous partagez entre golf des choses comme ça ou ça reste un peu plus local ou est-ce que. Alors, nous, au sein de Cabot, il y a 6 resorts dans le monde entier. On partage pas mal. Il y a des meetings entre greenkeepers qui sont faits et où ils échangent sur les objectifs qu'ils ont. Je pense que bon, ça fait 1 an et demi qu'on est passé Cabot. Là, on commence vraiment à voir les résultats de ces 12 derniers mois avec des surfaces de jeu qui sont de plus en plus fermes et de plus en plus qualitatives, des fairways qui sont assez denses. Je pense que les pros qui sont là... Tu viens d'aller jouer et tu m'as dit que Très ferme, très ferme. Ah oui, très ferme. Génial. Voilà, donc c'est... Vrai golf. Et l'objectif et la politique est de préparer le parcours toujours de la meilleure façon possible et être prêt à ce que demain, si on a besoin d'accueillir un grand tournoi amateur ou un grand tournoi professionnel, qu'on soit prêt du jour au lendemain et qu'on puisse répondre au plus vite. Et voilà, ces derniers mois, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place. Il y en a beaucoup encore à mettre en place avec le redesign de tous les bunkers des 9 derniers, des 18 trous des vignes qui sont entièrement à redessiner. Et après, tout le reste va être sur du drainage. Et après, sur du travail de surface, sablage, carottage, verticut, enfin tout le travail mécanique qui se fait sur les parcours et qui permet d'avoir des surfaces de jeu qui sont de plus en plus qualitatifs. Alors, on a les joueurs, une grande partie de joueurs amateurs qui, quand ils arrivent, ils voient un peu de sable sur les greens, ils vont te dire oh là là, on a sablé les greens. Moi, quand je vois des greens sablés, je me dis putain, chouette, ils travaillent les greens, le parcours va être bien. Et en fait, l'objectif, voilà, c'est de pousser le maximum le parcours. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, en tournoi, on l'amène à ce niveau-là, et qu'au quotidien, on l'a là, ben, au fait, au lieu de l'avoir là au quotidien, de l'avoir un cran au-dessus et de se rapprocher des conditions qu'on va avoir sur un parcours de championnat comme on a pu avoir la semaine dernière. C'est mieux parce que tu t'entraînes sur des choses que tu vas retrouver. Parce que c'est vrai, tu vois, quand moi, à mon petit niveau, quand tu arrivais sur des grands prix ou autre, tu dis, mais ça roule trop. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des parcours préparés et d'avoir quelque chose de top à l'année, c'est quand même mieux, quoi. On en parlait tout à l'heure. Hier, j'ai eu un joueur qui m'a fait un commentaire. Les avant-greens sont injouables. Non. En fait, on a élargi les zones d'avant-green, on les a tendues beaucoup plus ras pour apporter plus de jouabilité au parcours. Et ben maintenant, tu peux jouer une approche roulée, une approche lobée ou au putter à 10 mètres du green.
Mais le joueur, en fait, il est habitué à avoir une balle un peu portée et pouvoir passer facilement sous la balle. Et bien maintenant, il faut réfléchir, il faut jouer différemment. Et là, il faut travailler. Là, il faut aller voir JP, Béatrice aussi. Et puis il faut prendre des cours, mais on change complètement l'esprit du golf qu'on avait avant. Il va sur le cours à Saint-Andrews et qui dit vos avant-greens ils sont pas terribles, alors que bon bah c'est la table depuis toujours, c'est comme ça. Hein, la plupart des grands parcours, non voilà ils vont pas apprécier. Bon, donc, Normalement, ça c'est le cadeau de mon frère en septembre. Ça. C'est à la fin de mon diplôme, il me dit je t'amène. All course. Ouais. Il a tout bloqué déjà. Énorme. Bon, il est sûr que j'ai mon diplôme. Mes parents n'auraient pas risqué ça, paix à leur âme. Oh là, Jean-Pascal et les études. Mais normalement, j'ai jamais été. En fait, je suis jamais sorti, à part côté espagnol chez nous. c'est magique. Moi, c'est vraiment un de mes endroits préférés dans le monde. Ah ouais. Ah oui. Pour moi, dès que j'arrive, ça respire le golf, c'est fantastique. Moi, j'ai pas fait non. J'ai pas fait Augusta, mais c'est un endroit où je l'ai fait plusieurs fois. Ça doit être un peu dans l'esprit du golf. Pour tout golfeur, c'est sûr que c'est à faire dans une ville, Oui, c'est l'esprit. d'aller sur En le fait, c'est course. ça. Tout le monde dit ça en fait. Tout le monde dit il faut partir et même il faut aller sur des links, il faut voir l'essence. Ils me disent par là-bas. Mais en numéro 1, c'est bien que tu fasses. C'est celui à faire. En priorité. Après, j'ai une petite anecdote. Je joue 2008, je joue le British à Birkdale. Ouais. British Open à Birkdale. On a eu un temps, mais c'était le cataclysme. Tu parlais déjà suédois? Je parlais déjà suédois, mais là dans ma partie, je n'allais pas parler suédois, et j'allais parler anglais parce que je joue avec Tim Clark, qui est Sudaf, et je joue avec Stewart Sink. Oh, belle partie. Tu vois? Ça va. Je joue les 2 premiers tours avec les 2 mecs. Couper l'herbe sous le pied de Tom Watson, malheureusement. J'y viens. On joue le 2008, Birkdale, et moi je fais le cut, je joue assez bien. Les 2 loupent le cut. Et je suis dans les vestiaires après, voilà, parce qu'il pleuvait, on séchait tout, etc. Et je suis à côté de Stewart Sink. Et on commence à discuter. Très sympa, Stewart Sink. Et on discute et je lui dis, bon, voilà, c'est dommage que tu n'aies pas bien joué. Et il dit, moi, tant que je peux revenir ici, tant que Dieu me permettra de jouer des links et de jouer le British Open, je reviendrai. Mais il dit, par contre, je comprends rien. Les rebonds, les chips roulés, chip machin, le putter de dehors, le green à 30 mètres, machin, tout ça, je sais pas faire. Moi, j'ai pas appris là-dessus. Donc, c'est pas grave. J'aime tellement ça que je reviendrai. Et si l'an prochain je peux jouer, l'année d'après, etc. Ah ouais. L'année d'après, il revient. Ça, c'était en 2008, ça. 2009. Non. Il gagne en playoff contre Tom Watson. Non, c'est en Si. 2009. Oui, l'année d'après. Et gagne un notre an avant, il te dit, oh, je sais pas faire le Un an truc, avant. Alors après, il me dit, il me livre sa passion pour l'endroit. Ouais. Et il me dit il y a certains Américains qui n'ont pas spécialement envie de revenir, hein, qui disent bon. Ouais, sauf qu'il y en a beaucoup qui jouent bien, en règle générale. À chaque fois, tu te dis, c'est pas pour les ricains, le British. Ils sont quand même Et là. tu les vois au haut du leaderboard, c'est bizarre, il y a quelques drapeaux quand même. Là, ouais. Et là, Stewart Sink, qui revient l'année d'après, et effectivement, il casse un petit peu l'histoire incroyable que ça aurait pu être avec Tom Watson à 59 ans, qui aurait pu gagner le British Open, et donc machin. Et je le croise quelques années plus tard, et je lui rappelle ça. Je lui dis, tu te rappelles la discussion qu'on avait eue? Il me dit, mais ouais, je me rappelle. Et donc, voilà, après il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, incroyble. Mais c'est ça Donc il a gagné le British l'année suivante. Il a mis quelque chose en place, il s'est entraîné particulièrement. Non, c'est sa semaine. Et rien que le plaisir, Oui, c'est ça. malgré le fait de pas y arriver, parce que t'as des mecs qui pourraient se buter, se braquer, être frustrés, etc. Non, lui, il disait voilà, j'arrive pas, machin, mais je prends un tel plaisir. Il me dit le même là. Birkdale 2008, c'est quand Harrington gagne. Il avait joué le dernier tour avec Norman. C'est quand Norman est en tête aussi. Ouais, quand Norman est en tête, Norman explose en plein vol dernier tour. Poulter finit 2e. Petite anecdote sur Poulter d'ailleurs, tant que j'y suis. Il est sur le 18. Il a 6 mètres. Il est 18, 72e trou. 6 mètres pour birdie. Et il est 3 ou 4e du tournoi à ce moment-là. Il appelle son cadet. Le cadet dit mais pourquoi il m'appelle Ah oui, je l'ai entendu. Pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il me demande? Il m'a pas demandé une ligne pendant 71 trous. Il va me demander là la ligne à la fin pour peut-être avoir une chance de gagner. Mais il est fou quoi. Donc il y va en se disant ça, tu vois, il marche. Mais lui, il laisse pas transparaître ça. Il va pas dire attends, tu vois. Il commence à regarder la ligne et Poulter il le regarde, il dit tu fais quoi là? Bah je vais à la ligne. Non. C'est pour te dire que là j'allais rentrer ce putt et qu'on allait peut-être gagner le British ensemble. Toi et moi. C'est pas vrai. Ouais. Imagine Comme ça, c'est chaud. Imagine. Hein? Ouais, ça, moi, De là il s'en va. chaud. Boîte. T'imagines? Le mec qui met. Ça, c'est là qu'il ça. Et il la met. Mais non. Deuxième. Ça, c'est fort.
Ça, c'est beau. Le cadet, le truc du mental du cadet qui commence à regarder, tu fais quoi là? Bah, la pente. Mais non, mais dégage, je vais le rentrer ce putt. On va peut-être gagner le British, toi et moi. Ça rappelle l'histoire en Ryder Cup. C'était au Pays de Galles, quand il se fait interviewer. Il se fait interviewer au départ. Alors, Yann, vous pensez que vous allez gagner le match? Si je pense, je vais gagner ce match. Je vais le gagner. Il me dit, mais avec une assurance, tu vois, un aplomb, c'est un peu comme ça. Mais bon, c'est ce qu'il caractérisait, Ouais, enfin, c'est qu'il partie de la caractérise encore. personnalité. C'est sa personnalité. C'est sûr. Toi Mais il qui enseigne, Béatrice, est-ce que, et même vous en tant que joueur, est-ce que le fait de se dire, parce qu'on parle toujours du mental d'être positif, d'avoir le sourire, tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu es plus décontracté, donc ça passe plus facilement. Est-ce que le fait de dire, je vais le faire, je vais gagner, etc., est-ce que vous abordez les tournois comme ça? Et est-ce que toi, dans ton enseignement, par exemple, parce que moi, ça me sert aussi, que tu nous donnes aussi tes tuyaux, est-ce qu'il faut, tu sais, se dire, on dit toujours qu'il faut y aller avec le couteau entre les dents, c'est-à-dire je vais le faire, mais est-ce que ça va apporter de la crispation en disant je vais y aller, ou est-ce qu'il faut y aller plus dans l'esprit, comme il disait, oh ben moi j'aime tellement ce parcours, je joue décontracté, si ça marche, ça marche. C'est quoi? Est-ce qu'il faut être agressif en disant je vais gagner? Ou est-ce qu'il faut être plus décontracté en se disant écoute c'est cool, je passe un bon moment et on a un résultat qui arrive? C'est vrai, c'est des approches mentales différentes. Je sais pas comment vous les... Je pense qu'à partir du moment où tu t'inscris, où tu prends le départ, tu le fais pour gagner. Hein. Tu ne fais pas pour regarder les papillons et les fleurs. Donc tu as cette motivation-là où tu t'es entraîné en amont pour ça. En fait, tu t'es préparé pour ça. Après, je pense qu'il faut arriver à enlever cette pression-là quand tu étais sur le team numéro 1 parce que sinon, tu vis ton match avant de l'avoir joué. Donc c'est très compliqué, d'où la préparation mentale qui est hyper importante quand tu as un haut niveau parce que ça va t'aider à pas faire ton match avant de l'avoir joué. Mentalement, au départ du 1, quand vous vous retrouvez au départ du 1, vous y allez dans quel état d'esprit? Dans l'état d'esprit de je vais tous les battre ou dans l'état d'esprit je vais essayer de faire le plus bas possible? C'est quoi l'approche que vous avez? Ça dépend déjà où tu te situes si c'est le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, le dernier. Tu le joues sur 18 trous, qualif pour le British Open. Alors ça, c'est différent aussi, le qualif du British. Tu as plusieurs places, on en a fait pas mal, des qualifs du British et de l'US. Et là, tu sais que tu as 5 spots, tu vois, quelque chose comme ça. Mais là, c'est sur des qualifs, tu sais que de toute façon, il faut scorer bas. Mais il ne faut pas être tête brûlée non plus. Donc, c'est comme un tournoi que tu devais gagner. Mais bon, OK, on va jouer quand même quelques zones. Donc, tu joues bien évidemment offensif parce que top 5, tu es quasiment une centaine au départ. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais donc, il faut y aller. Mais pas non plus tout tenter en disant parce que quand même, ce n'est pas non plus qu'une place. Moi, ce que je leur explique souvent, c'est qu'en fait, ils ne jouent pas contre les autres. Ils jouent contre le parcours. Celui qui va gagner le parcours gagnera le tournoi. Donc, ça t'enlève aussi le fait de regarder le score de l'autre, de te comparer. En fait, c'est chacun avec le parcours. Et celui qui va gagner ce parcours, qui va faire le score le plus bas, va gagner le tournoi. Mais tu ne vas pas regarder ce que fait Greg ou faire les deux Greg, tu vois, en disant lui, il assure, je l'ai assuré, parce que sinon, il va passer. Tu vois, en fait, je pense que c'est un duel contre le parcours, moi. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, de toute façon. Et à part, moi, j'avais l'habitude plutôt de changer ma stratégie éventuellement sur les derniers trous du tournoi. Si là, tu dois aller chercher des birdies pour gagner, si tu dois faire des parts pour gagner, c'est là que tu t'adaptes. Mais jusqu'à 3 trous avant la fin du tournoi, tu dois jouer ton jeu, faire le mieux possible, descendre le plus bas possible. Mais c'est très rare d'adapter son jeu tu vois, par rapport aux autres. Tu ne contrôles pas ce que vont faire les autres. Et c'est Benoît Telleria qui me racontait, ça me fait penser à ça, toi qui as joué avec Ballesteros. Patrick Ballesteros, il ne disait jamais qu'il avait joué -5, -6. Il comptait le nombre de coups. Aujourd'hui, il jouait seulement 3. En fait, il comptait pour ne pas se dire, tiens, moins... Oh, il y a mon merlu pêché à la ligne. Par toi ce matin ou pas? Ce matin, j'ai été posé là, magnifique, magnifique. Il y avait du soleil, on avait le dauphin. Ah ouais, c'est Quelle classe. joli ça. Putain. Petites asperges du moment. Génial. Ah, c'est chouette ça. Et ça, c'est juste pour nous, c'est comme ça aussi là. C'est comme ça au quotidien. Moi, pour l'état d'esprit, moi, à chaque fois que je prends le départ du 1, quel que soit l'endroit, le lieu, le tournoi, l'importance, j'ai l'impression que je suis capable d'aller au bout et de ressortir vainqueur, premier.
mais c'est mixé avec le respect du parcours et le respect des autres, tu vois. Il y a vraiment en moi cette manière de penser tout en respectant mon environnement. Ouais. Et parfois, tu peux sentir, et par exemple, un Yann Poulter, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'il a cette attitude et je trouve ça génial. Et parfois, j'aurais aimé être un peu plus comme lui, tu vois. Okay. Un peu plus, on assume, on y va, machin. Ouais. Mais d'un autre côté, je grinta, suis moi-même aussi et j'ai envie d'être moi-même. Donc, j'ai pas envie de m'inventer une vie. Ouais. Mais après, c'est vrai que tu peux avoir des travaux, pardon. Oula. Non, il n'y a pas de mal. Et j'ai même pas bu peu plus d'eau. un petit peu plus Non, d'eau. rien, on n'a pas. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un travail, comme tu dis, mental, que j'ai fait avec un mec qui s'appelait Jos Van Stiphout, un Belge, qui est malheureusement décédé il y a presque 15 ans maintenant, quand même. En 2011 ou 2012. J'ai travaillé pendant 5 ans avec lui. Et lui, tout son boulot, ça a été justement d'accepter le fait que je sois pas forcément pas un imposteur, mais d'assumer les résultats et de les revendiquer. J'avais un peu cette manière. Oui, est-ce que je suis légitime ou est-ce que... Voilà, un petit. Alors, Ouais, j'étais peut-être légitime, pas comme ça, mais j'avais un peu peur de le dire ou de l'assumer. Ok. Lui m'a aidé à le sortir. Ouais. À le sortir. Et ça a été vachement. Fier de quitter et fier de ce que tu fais. Ouais. Exactement. Petite anecdote, parce qu'on est dans les anecdotes. Je joue en 2011 sur un parcours que Greg connaît très bien, parce qu'il a gagné là-bas, c'est Hong Kong. Je joue en 2011 avec, avant dernière partie, je joue avec Rory McIlroy, ok. Et t'as une dernière partie. Une dernière partie, c'est Peter Hanson, je me rappelle parce que bon, il finit dans le truc, et puis un autre joueur. Et donc on joue, c'est l'une des rares fois où je joue avec Rory, j'ai joué 2 ou 3 fois avec lui. Et on joue, on est départ du 18, j'ai un point de retard sur Rory. On est tous les deux moins 6. Non, non, je suis moins 7, il est moins 6, je crois. Enfin bon, bref, on joue très très bien. Et il fait un bon départ, moi je fais un mauvais départ, je suis dans le bunker, tu te rappelles le petit bunker à droite, je me recentre, c'est un trou très dur, dès que tu loupes le départ, Allez-y, c'est mort. attaquer en même temps. Je me recentre, lui il fait un coup de wedge dans le bunker, Ouais. qui était court à gauche, là, je sais pas si tu te rappelles Greg, là, drapeau collé à droite, là. Il nous en parlera, il a gagné la balle. Et de là, moi je fais un coup de wedge. J'ai un bon reportage hier soir qui est passé. Je fais un coup de wedge, je me mets à 8 mètres, un truc comme ça, pas ouf. Et lui, il boite la sortie. Boite la sortie, bah, machin. Et il gagne le tournoi. Bah, il jette le club, machin. C'est génial. Moi, je putt 8 mètres, je rentre le 8 mètres, tu vois, avec du grain comme ça. Et je finis deuxième tout seul, devant Peter Hanson qui était derrière, qui finit troisième. Bon, bref. Donc, je finis deuxième. Et c'est le dernier tournoi de la saison. Ce tournoi me qualifie pour la Race to Dubaï. Alors, j'étais pas dans la Race to Dubaï. Comme toi. Exactement. Toi, tu gagnes. Et je gagne, mais il fallait que je fasse top 2. Moi, il fallait que je fasse top 3. Ah ouais. Donc, je me qualifie pour la Race to Dubaï. Je prends mon petit avion, Emirates, on vole. J'arrive le lendemain matin, tu sais, lundi matin, j'avais changé les billets d'avion. Ça m'avait coûté une blinde, mais là, t'es le plus heureux du monde. T'en fous. C'est clair. T'arrives, tu prends ton petit hôtel, t'es à l'Atlantis, bijoux, t'as la chambre, les petits chocolats, les machins, les trucs. Bon, bref, tout va bien. J'arrive le mardi matin au practice et je commence à taper des balles. Je fais à 9h, un truc comme ça. Et il y a Jos qui arrive. Donc, ça fait me prépa mentale que Greg et Béa connaissent très bien. Et donc il est avec moi, j'avais une partie sûrement avec Raph ou je sais pas qui, peut-être Greg s'il jouait, je sais plus. Bref, on jouait un peu plus tard pour une reco et on commence à discuter. Et Joss il me dit bon alors raconte-moi la semaine dernière. Et je lui dis bah écoute, génial, j'ai joué avec Rory McIlroy, voilà, on a fait une super partie, 65 tous les deux. Il me dit ouais donc bon c'est Rory qui gagne. J'ai dit ah ouais Rory gagne, bon il rentre une sortie au 18, on a fait une très belle partie. Mais bon, voilà, pas de souci. Ouais. Moi, je prends mon avion. D'accord, ok. Donc, t'es content d'être là. Je suis ouais. Et puis moi, je visais un panneau de 100 mètres, tu vois, avec mon wedge. Ouais. Ça, je disais, il y a un panneau là. Puis un peu long, un peu à droite, un peu à gauche. Je l'avais pas touché le truc encore, tu vois. Mais bon, j'étais un peu dans la discussion. Et puis il me regarde comme ça, il me dit, mais véridique. Hein. Il dit bon, Greg, toi et moi, terminé, on bosse plus ensemble, fini. Il me dit c'est fini. C'est fini. Puis tu vois comme il était un peu, il pouvait parler fort, il pouvait être pushy. Moi j'aimais ça chez lui, mais là je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai joué avec Rory McIlroy. J'ai fini deuxième, mais j'étais content parce qu'il a rentré une sortie de bunker. Il dit mais c'est bon ça. il dit quand est-ce que tu vas comprendre que tu fais partie de ces mecs-là et que tu es capable de gagner et que là j'aimerais que tu déchires tes gants en fait. Les boules en fait. J'aimerais que tu aies les boules. Ouais. Oui, fondamentalement c'est pas mal. Évidemment de finir deuxième et de te qualifier, mais t'as pas les boules là de pas avoir gagné le tournoi là? Il dit fini de... Il me dit là ça fait un quart d'heure que je suis avec toi. Ça fait un quart d'heure là. Tu vises le panneau 100 mètres. T'as un 52 degrés dans les mains, tu vises le panneau 100 mètres. Tu crois qu'il y a un mec au practice là qui comme toi ne l'aurait pas encore touché au bout d'un quart d'heure?
Et j'étais là, ben non, mais on discute. Ouais, on discute. Mais soit on discute, tu poses tes clubs, on discute, et on va parler vraiment des choses. Soit tu bosses, soit tu fais les choses, et tu me dis qu'on discute plus tard. Mais qu'il est un peu à droite, un peu à gauche, Génial. Ça, un peu gratté. Ça, c'est fantastique. Et il me dit terminé, terminé toi et moi. Et il part. Va jouer après. Et il Va parlait dans- fort, les mecs ils se retournaient comme ça autour. Oh là là. Je dis mais Joss, tranquille. Et en fait, j'adorais ça. Ouais. Parce que, Oui, te alors le sortez de- soir, de ta je le zone de rappelle, confort. machin, évidemment que c'était pas électrochoc, Ouais. mais t'es en haut, le mec il te tirait vers le haut. Ah, Tu vois ouais, Et c'est bien. autre Et t'as exemple pas avec lui, t'as pas gagné contre Phil Mickelson après, à la suite de ce au, discours? au début de notre relation, j'ai gagné contre Phil Mickelson. Ça faisait 3 semaines qu'on bossait ensemble. Et il m'a fait électrochoc. Et à contrario, Ah, ça, je te le dis, à contrario, c'est la classe. Moi, je me régale. moi. à contrario, 6 mois plus Le tard, repas et les histoires. 6 mois plus tard, mon père décède. Ok. Et puis je suis dans un practice, je crois que c'était au Pays de Galles ou je sais pas où, un autre endroit où Greg a gagné d'ailleurs. Il a gagné souvent Greg. Je suis au practice comme ça. Je suis au practice, je tape des balles et je tapais pas bien. Machin, il arrive, il me dit mais au bout d'un peu de discussion, tu vois, 10, 15, 20 minutes ensemble, il me dit mais t'as envie d'être là? Je dis, bah écoute non, mais bon, je passe le temps quoi. Ouais. Il dit mais il me dit ok, bouge pas, arrête de taper. Machin, il passe un coup de fil comme ça, il appelle devant moi, je te jure, sur la tête de mes enfants, il appelle Ernie Els. Il dit écoute Ernie, on annule ce soir là, 18h, il bosse avec Ernie Els. On annule, je vais dîner avec Greg ce soir, je te vois demain au practice, etc. Donc il était capable de faire ça pour moi. Et il m'a dit allez, range tes clubs, c'est bon, mets ton sac là-bas, toi et moi on part. Rendez-vous à 18h au lobby, je t'emmène, on va bouffer, il y a mon petit resto. Il adorait passer des bonnes soirées, tu vois, il se mettait des petites bières. Il disait, encore une bière, Joss ça commence à faire beaucoup. Et super soirée, et j'étais là, putain, le mec, il a annulé Ernie Els. Pour toi. Prends-moi. Ah, c'est Et chic. là, hein. ça va le rallye. Ah, voilà. Et là, Tu vois. c'est. Mais il était dans le attends, on sort du golf, arrête, pense à autre chose. Et puis le soir, on a parlé de choses et d'autres. Raconte-moi avec ton père, comment ça s'est passé au début, et qu'est-ce qui a fait que, et ta maman là-dedans, etc. Et laisse tomber. Et en fait, je me disais, putain, et ça, j'avais vachement besoin de ça. Dans les moments durs, qu'on m'entoure, que j'ai de la chaleur, tout ça, etc. Et dans les moments bons, où j'avais l'impression que c'était bon, mais le mec il me disait mais attends, mais t'es à ta place en fait. Qu'est-ce que tu me fais chier là avec Tony, Rory McIlroy, mais moi ça j'ai. Donc voilà, et ça c'est ce que disait Béa, c'est que l'apport d'un psy va vachement accélérer certains processus et t'emmener dans la bonne direction, notamment dans des moments où t'es dans comme on dit, in contention quoi, quand tu peux aller au bout d'un tournoi, quand tu peux aller faire un cut, quand tu peux sauver une carte. C'est sûr, tous ces moments font la différence. Soit c'est très naturel, plus naturel, mais bon, c'est ton histoire de vie aussi qui te construit hein, souvent. Oui. Mais tu vois, un poulter, bon, c'est peut-être son histoire de vie qu'il a construit comme ça, mais bon, au final, naturellement, il a cette force en lui, cette confiance en lui qui était voilà, sans limite. Mais si tu n'as pas, à un moment donné, autant de confiance, il faut aller la chercher ailleurs. Et c'est pour ça que chacun, on s'appuie sur des psychologues, des préparateurs mentaux pour essayer de monter le curseur un peu plus là-dedans, sans être arrogant. Moi, j'aime pas les joueurs, les sportifs qui ont réussi. Moi, c'est un peu la limite de l'arrogance, Poulter. Et c'est pas le champion que je préfère. Mais il y en a qui ont une assurance, tu vois, une grosse assurance, mais qui sont pas arrogants. Oui, mais je comprends. C'est comme quand on dit être opportuniste. Pour moi, c'est pas un mot négatif. C'est saisir une chance à un moment donné. Mais c'est pas. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le. Mais il y a toujours eu des prépas. Dans le tennis, Nadal, pour moi, c'est l'exemple même de. C'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance extrême en lui. Une confiance, il est prêt à bouffer. Enfin, il va sur le court, c'est pour tous les bouffer. Mais jamais arrogant, tu vois. Jamais, et même en discours, jamais il va avoir. Mais même Tiger à l'époque, hein, il a jamais fait du Poulter. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir dit, attends, eux tous, je les fusille tous demain. Il y a une fois où il s'est énervé contre. Il a dit, c'est le speech là. Contre, non, c'était pas Steve Van Emps. Si, Steve Van Emps, en championnat du monde. Lion de match play. Vous l'avez, il a dit. Mais non, parce que Steve Van Emps la veille, il a dit ouais, c'est pas Tiger Woods, c'est pas le grand Tiger et tout ça, tu vois. Demain. Et là, l'autre, il avait vu malheureusement pour lui, il avait vu l'interview Tiger. Tiens, regarde. Il fait 8, un truc comme ça, mais Mais incroyable. il a pas dit en interview Tiger. Après, tu vas voir, je vais le fumer. Non, par contre, dans les faits, il a fait du Nadal. Après, moi, je pense Merci. que ça dépend des caractères des gens. En fait. Et oui, Vous bien êtes sûr. tous Bien différents, sûr. vous avez tous Bien sûr. été élevés différemment.
Donc je pense que tout, enfin je vous considère tous les deux comme des sportifs de niveau, vous avez quelque chose de particulier que quelqu'un de lambda n'a pas. C'est-à-dire que tu as des très bons joueurs qui sont un peu autistes, il y en a qui sont hyper sensibles, il y en a qui, je sais pas, qui sont au contraire très colériques. Mais vous avez tous un truc différent qui fait que vous êtes sportif de niveau. Pas tout le monde peut être sportif de niveau. Et je pense que ça fait partie de vous. Après, on se construit aussi, je pense, avec les rencontres. Oui, que tu qu'on fais, quand- ton chemin, Bien sûr. comment se crée ta carrière. Mental, enfin, c'est nouveau, je m'entends, mais je sais pas, à vos débuts, même quand tu as commencé, Béatrice, ou même toi, Peyo, quand tu as joué de ça, on parlait pas de. Non, très peu. C'est de la sophrologie. Oui, Vous faisiez des mais- petits cours de sophrologie. moi j'en fais Si beaucoup. tu veux, Enfin, on j'en ai n'avait fait pas beaucoup. de coach qui viennent te dire bon, il faut faire ça, comment tu te sens, où tu te situes par rapport aux autres joueuses, tu vois. Ça, aujourd'hui, tous les joueurs ont un prépa mental. Tous. Oui. Ouais. Ah, pratiquement. Ouais. Beaucoup, hein. Ouais. Il y a sûrement des contre-exemples, mais c'est vraiment la base. De toute façon, tous sont maintenant des écuries entre le prépa physique, le prépa mental. Ne serait-ce que pour organiser ta vie. Hein. Combien au golf vous avez Matt, il a 10 personnes. 10 personnes. Je ne peux pas toutes te les citer. bien sûr. Mais il a 10 personnes qui travaillent pour lui. Et je pense que son prépa mental a fait énormément de choses pour Mathieu. Mathieu David, il a fait un boulot de dingue avec Mathieu. Donc c'est hyper important, tu vois, quand tu es propulsé comme ça, d'un coup, sur le tour américain, digérer tout ça, jouer avec des gens que tu as admirés à la télé, il faut déménager, installer ta famille. Il faut digérer, tu vois, il faut digérer les bons résultats. Donc d'un coup, tu es en haut, puis après, c'est un peu plus compliqué, les critiques des gens. Si tu n'es pas entouré, c'est très dur. Et Matt, il a la chance d'avoir une super équipe. Franchement, Il est super maman déjà. ça c'est gentil. Il est déjà super maman. Il a des parents qui ont été aussi dans le sport de haut niveau. Donc ça aide aussi à pas formater, mais à le préparer à ça. Oui, mais après, il s'est fait tout seul. Hein. Il s'est créé tout seul, Mathieu. Hein. Nous, on était là juste pour l'encadrer, pour l'aider, pour le conseiller. Mais après, c'est lui qui a trouvé ses sponsors. C'est lui. Tu vois, on voulait pas tout lui donner, nous. C'est-à-dire, tu as beaucoup de parents qui disent bah, nous, on est ton sponsor. Premier sponsor. Non, nous, on a dit à Mathieu tu vas regarder un peu autour du Médoc, le boucher, Pedro Rodriguez qui fait les paellas. Donc, il a commencé par des petits sponsors comme ça. Mais il a fait un dossier. C'est lui qui a fait le job. Nous, on n'y est pour rien là. Mathieu, en fait, c'est tout à son honneur, en fait. Là où il est aujourd'hui. Déjà, Benoît du Colombier, finalement, qui lui a fait confiance. Greg et Julien, qui ont été les grands frères de Mathieu. Et j'arrête pas de les remercier parce qu'il est là aussi grâce à eux. Mais il s'est fait tout seul. Donc, si tu veux, c'est une histoire particulière, Mathieu. Tu vois. Mais en tout cas, Greg et Julien Kahn, ils ont fait un boulot de dingue avec Mathieu quand il était jeune. Donc, moi, je peux que leur dire merci. Parce que C'est pas un boulot, c'est juste. Non, oui. Mais vous n'étiez pas obligé. C'est un travail de grand Tu vois frère. Exactement. Vous n'étiez pas obligé. Donc, tu vois, c'est l'occasion de te le redire. Je te l'ai dit 10 fois déjà, mais je te le redis. Vous l'avez vu arriver à quel âge, vous, ici, Mathieu? Bah, moi, je l'ai vu arriver. Alors, c'est drôle, hein, parce que moi, je me rappelle très bien. Donc, je déménage à Bordeaux en 2011. Ouais, 11 ou 12, ouais, 2011. Et on joue le Grand Prix de Schwab ici. Je partais du 10 et Vincent Paris me dit la veille, il me dit écoute, est-ce que tu as un cadet? Je dis bah non, je n'ai pas de cadet. Écoute, il y a un petit jeune du golf qui aimerait bien le cadayer. Je dis bah ouais, super, si c'est un jeune d'autant plus, tu vois, parce que bon, t'as pas forcément envie d'avoir quelqu'un jeune génial, quoi. Voilà, jeune, oui, bah feu tout de suite. J'arrive au 10 comme ça, puis j'arrive et je vois Mathieu arrive. Que je connaissais pas, salut Mathieu, Greg. Voilà, c'était parti, quoi. Et je fais un push, je me mets fairway du 1 sur les vignes, direct. Je dis, putain, le jeune, il va dire, je suis nul. Il dit, ah non, bah, je suis en KDA, finalement. Ah, il y a Bourdi derrière, je vais plutôt. Ah, ça va pour aller faire, ouais. C'est très très beau parce que Et c'est parti comme ça. la dernière année où il a joué le MCA ici, il avait sur son sac un petit jeune de l'école de golf. Donc de son côté, tu vois, il a remis un peu le... Il a redonné. Ah, mais c'est chouette ça. Ça, c'est ça l'esprit du golf. C'est génial. C'est vrai qu'avec Julien, on a joué des centaines de fois avec Matt. C'est sûr, mais après, c'était génial aussi, tout simplement parce que c'était un super copain. Enfin, Après, on n'a pas au-delà du des tout, parties, Greg, vous l'avez aidé avec Ping, vous l'avez aidé. Je me rappelle, Juju, il fait ses chaussures. Enfin, vraiment des grands frères, quoi.
Et je me dis, c'est quand même génial pour Mathieu d'avoir vécu ça déjà. Parce qu'il peut transmettre aussi ce même schéma, Exactement. ce qui est vachement bien. Il fait un peu, hein, ça y C'est est. pas un peu. Il le fait, c'est un truc de fou ce qu'il fait avec la Fédé. Ah bah c'est génial. Moi un jour, Matt me dit, écoute, si je peux aider, moi ça me fait plaisir de transmettre, etc. Si jamais je peux, tu m'appelles et machin. Un jour je l'appelle, c'était il y a 1 an et demi. Je lui dis, écoute, il y a 2 jeunes là. Non, il y a 1 an et demi, c'était Arthur Carlier. Il y a 1 an et demi, je lui dis, écoute, il y a Arthur Carlier, jeune, hyper prometteur. Il est en fac américaine là depuis le mois de septembre, mais à l'époque il n'était pas. Il était au centre de perf à Paris. Et il avait quelques jours, il voulait s'entraîner. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'envoyer aux US et passer du temps avec Matt. Donc j'appelle Matt, il me dit, s'il te plaît, vas-y, fais-le, ça me ferait hyper plaisir. Donc Arthur Carlier passe 1 semaine chez Matt. Donc à Palm Beach, Matt l'emmène partout, l'entraîne, lever 6h30 tous les jours, ça se termine à 19h, les séances de sport, le truc, le machin. Arthur en plus, super parce que il est vachement répondant là, il y a vachement de répondants là-dedans. Et il a passé une semaine incroyable. Donc déjà il a fait ça il y a 1 an et demi. Et là, mois de décembre, même chose. Mais là pour le coup il y a eu Lev Greenberg, Aaron Vanov, Aaron et Arthur étaient venus la semaine d'avant. Et la semaine d'après il y a eu Lev Greenberg et Oscar Couillot, qui sont allés chez Matt. C'est génial. Donc les 2 semaines de suite avec Mélissa. Merci encore Mélissa aussi parce que c'est du taf. Donc 2 semaines de suite, 2 garçons qui ont passé 1 semaine avec. Donc il les a fait jouer avec Corey Connors. Comment il s'appelle le Sudaf qui a la moustache là, qui a joué un peu sur le tour. Eric Van Royen. Il les a emmenés au Bears Club. Là j'ai découvert là il y a pas longtemps. J'ai eu un message. Je suis pas. Pour le Bears Club, il faut payer tous les jours un peu machin. Bah, c'est Matt qui a payé, il l'a dit à personne. Il a payé pour les gamins pour jouer au Bears Club. Il a joué 1 semaine avec eux, les séances de sport avec le coach physique. Il les a emmenés partout à droite à gauche. Il les a fait jouer avec les pros du PGA Tour. Il les a invités pour ça. Je dis mais ça c'est de l'or, mais c'est de l'or pour les gamins. Moi il est comme ça. Il a du cœur, il a Il en beaucoup de parle cœur, pas. Mathieu. Mathieu ne va pas se vanter de ça. Tu vois, il le fait parce que c'est une belle personne et qu'il a envie de donner et de partager. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire sur Mathieu, moi, qui transpire, c'est son humilité. Et sa gentillesse, simplicité, humilité. Et vous y êtes pour beaucoup, mais les rencontres aussi. Voilà, ces rencontres-là, Julien et Greg, celle de Benoît est une très belle rencontre aussi. Ah oui. Mais c'est un des rares quand même jeunes joueurs, français ou autres, qui a gardé cette simplicité, cette humilité. Et c'est pour ça qu'en plus, il sait ce qu'il doit sans doute à certaines personnes, et c'est génial de le redonner, de le refaire. Et il le fait, tu vois, il fait des gestes sans s'en vanter, parce qu'il est comme ça. De par son éducation, de par toute sa vie, son histoire et tout ça. Mais c'est génial d'avoir un champion comme ça en France, voilà, tu vois, qui s'est construit comme ça. Parce qu'il n'a pas été dans le curseur forcément avec tout le monde suivait, pas curseur normal, il était hors circuit un peu, hors du circuit, et il est arrivé, et en plus il a cette humilité qui est vraiment géniale, quoi. Ouais. Je t'ai vu, tu as eu un beau reportage il n'y a pas longtemps sur ta victoire. Pas plus tard qu'hier soir. Regardez, Mais génial parce que mauvais élève de la j'étais avec les enfants, mes parents qui habitent, on est voisins, donc bon, c'est assez facile. J'étais dans le jardin et puis j'avais dit que c'était hier soir que ça passait, moi, et donc on l'a regardé avec mes parents et mon épouse, mes enfants, et c'est presque la larme aux yeux quand même de revoir ces images-là. C'est hyper émouvant. Et puis en fait, comme j'avais dit, la boucle était bouclée, il y avait plein de choses sur cette semaine-là. Plein de choses qui étaient. Alors, je ne vais pas refaire, vous regardez le Oui, reportage. je regardais, moi. Mais c'était une semaine magique et on parlait de Rory encore. C'était drôle de le revoir en plus avec ses cheveux et tout. On n'a pas plus trop les images et, de temps en temps. Et là, et de le voir en fait à mes trousses à la télé parce que ces images-là, je ne les ai pas trop revues. Et en fait, moi, vraiment, je voulais rester dans ma partie comme je fais souvent quand je suis bien pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et là, c'était l'exemple, je m'étais dit, je voyais, il y avait Rory, Poulter, il y avait Jiménez qui était chez lui là-bas. Et il fallait, moi que je reste dans ma partie, je ne voulais pas regarder le leaderboard. Donc jusqu'à ce que je sois sur le green au 18, je n'ai pas regardé le leaderboard. Mais dans la communication avec mon caddie que je connaissais par cœur, toi Elish, Olivier Lissondo qui est avec Martin Coura maintenant, bon, je savais si on était bien et puis j'étais quand même un peu sous le par. Comment ça se passe mais je ne savais pas si j'étais, tu vois, si Rory était revenu, parce qu'à un moment donné, il n'était plus qu'à un coup. Mais ça, je ne le savais pas.
Tu vois, et si j'avais vu ça, peut-être que ça m'aurait Je te perturbé. dis des fois les 3 derniers, il faut attaquer. Mais là, exceptionnellement, j'ai pas regardé les 3 derniers. Je l'ai fait au Pays de Galles. Et au Pays de Galles, non mais après, il faut des contre-exemples. Mais au Pays de Galles, je démarre avant la dernière partie. C'était Thomas Levé qui était dans la dernière partie. Et là, je m'étais fixé un score. Comme Rory le fait de temps en temps, c'est pour ça que j'essaie de m'inspirer des meilleurs, comme beaucoup. Et Rory, quand il est derrière, il essaie de se fixer un score à atteindre pour se donner le maximum de chances de remporter le tournoi. Et là, c'était mon idée. Et je démarre en plus très bien. Je mets une sortie de bunker au 2 pour l'Eagle, donc sur le par 5. Donc je démarre très bien. Et puis je vois le leaderboard, Thomas qui est un peu moins bien. Et en fait, petit à petit, j'arrive à raccrocher les leaders et à passer devant, à mi-parcours. Et là, je regarde plus trop le leaderboard, justement. Et je fais une erreur, je fais 2 bogeys d'affilée. Et puis là, je sens que j'ai besoin, au 16, de regarder à nouveau le leaderboard et de voir où je me situe pour me donner un coup de boost. Parce que je savais que j'avais perdu la lead. Et là, je me dis, il y a 3 trous, ok, là, faut y aller. Et j'étais à 2 coups derrière de Peter Yolane. Et au final, et là, j'avais le pantalon rouge aussi du Bordelais. Ça a joué aussi. Et là, je me dis, attends, je suis pas seul. Et en plus, c'est vrai, je me suis dit, sur le départ du 16, je suis pas seul, on est beaucoup. La famille, bien évidemment, qui est là, mais le pantalon rouge, il y a une armada quand même derrière et il faut y penser. Et là, je me suis appuyé là-dessus et j'ai fait birdie 16, birdie 17, birdie 18. Et Peter Yolane qui était sur le fairway au 18, qui a regardé de loin. Et je mets mon plus long putt, le putt de 12 mètres au 18. Et là, il avait lui la possibilité, il avait en tout cas la distance pour attraper ce green en 2 et faire l'eagle. Moi, ce que j'avais pas. Bon, donc j'ai fait mon birdie comme ça classique, mais bon, il a raté. J'ai vu qu'il avait raté sa mise en jeu, donc là c'était terminé, quoi. Mais bon, c'est des moments comme ça, qui marquent une carrière. Et Hong Kong, il y avait mon épouse, future épouse, qui était là, qui m'avait rejoint à Hong Kong. C'était l'anniversaire de ma mère le 15, le dimanche. Il y a Donc, plein de tu vois, trucs qui s'alignent. voilà, ça Il y a plein de s'aligne. Et trucs toi, s'alignent. avec l'histoire au Masters avec Mathieu, Oui. moi, mes parents, ils m'ont accompagné sur quasiment tous les majeurs. Donc, j'ai vécu des grands moments en famille. Et là, ce clin d'œil qu'on a envie aussi, c'est le jour d'anniversaire, allez, tout est réuni. Tout est réuni. Des fois, Et donc, ça s'aligne. tu vois, j'avais pas envie d'avoir d'éléments perturbateurs, de voir Rory qui revient à mes trousses et tout ça. Et en fait, voilà, je suis resté dans ma partie. Et pom, ça a suffi, j'ai fait le Mais taf. il y a quand même un paquet de joueurs français qui ont battu Rory. Sur le dernier épisode, on avait Romain Béchu qui nous raconte championnat de Rome. Tac, tac. On savait pas. Plus qu'un au Cran-sur-Sierre, justement. Mais il n'est pas si fort que ça finalement. Si tous les Français le battent, tu vois, Il est vulnérable. Il va falloir aller Il est- chercher. il Hein. faut- Tout le monde est vulnérable sur le parcours. C'est ça. À tout moment. Ça dépend de la gestion et la langue que tu parles. Si tu parles suédois et que tu as une bonne gestion, tu rates pas trop le leaderboard, logiquement tu fais birdie 16, birdie 17, birdie 18. Et tu fais quoi? Eh ben je vais me mettre à apprendre le suédois très vite, moi. Mais moi j'avais une question parce que tout à l'heure on parlait de la préparation que tu as avant d'arriver au départ du 1, mais tu as aussi le côté comment tu digères, tu vois, les up and down sur un tournoi que tu finis très très fort ou que tu finis très très bas. Qu'est-ce que vous mettez en place, parce que vous avez vécu quand même des sacrées émotions sur les parcours. Qu'est-ce que vous mettez en place pour redescendre, digérer la bonne ou la mauvaise nouvelle et te relancer, parce que mine de rien, la semaine d'après, il faut repartir au charbon, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que ce côté émotif, moi on parlait de sophrologie, on a différents outils qui nous sont présentés, on les prend ou pas. Et moi j'ai essayé, sur le parcours, sur les tournois, essayer d'avoir le moins d'émotions possible. Et mon coach Olivier Léglise, à chaque fois on a travaillé là-dessus depuis que j'ai 15 ans. Lui il répétait sans cesse, tu vois, mer étale par exemple, mer étale, pas d'état d'âme. Donc moi j'avais travaillé énormément là-dessus parce que je suis plutôt émotif, je suis plutôt sensible. Et donc il fallait quand même que j'ai une armure, que je me construise une armure. Et ça, la sophrologie, d'autres outils, la respiration et tout ça me permettait d'être dedans. Et en fait, j'avais un peu moins d'émotion que je voyais, par exemple, au Pays de Galles, quand je gagne, mon épouse qui est au bord du green, elle était en pleurs. Et ça, en fait, moi, je me contiens en fait pour pas aller là-dedans, pour pas aller dans trop d'émotifs, parce qu'en fait, c'est très dur à gérer sur un parcours pendant un tournoi. Et donc, en fait, ça m'a aidé. Alors, tu te libères peut-être moins, tu vas peut-être moins te libérer en construisant ça, mais pour moi, ça m'a aidé parce que, au moins, je me faisais pas prendre trop par les éléments. Après Greg, négative ou un truc comme ça. à la fois les victoires et les échecs m'atteignaient pas, changeaient pas trop en fait la manière dont j'allais m'entraîner, la manière dont j'allais m'adapter et tout ça. Magnifique.
Et quel est le regard de vos enfants là-dessus? Parce que Edgar, il t'a vu jouer contre Tiger. Tu lui as montré des images, tu lui as montré des trucs. Ouais, il a vu quelques images. Non, il m'a vu au dernier Open de France. C'était sympa parce qu'il y a eu quand même un beau vendredi pour faire le cut. J'étais mal parti jeudi, j'avais fait un mauvais tour et j'ai fait -5 pour aller faire le cut. Et il était sur le fairway avec moi en fait. Parce que c'était un peu une fête, le dernier Open de France, tu vois. Merci beaucoup. Donc lui, il était hyper content, hyper Fantastique, fier de... Ouais, merci. Hein. Délicieux, merci. On va te garder. Il était hyper fier d'être avec moi et de vivre ce moment et de sentir aussi le public qui me soutenait. Bah, il était, ouais. Il se rend compte que tu as été un très bon joueur. Oui, il est assez fier. Il est assez fier. Après, Et les tiens, ils ont vu le reportage Ouais, on a regardé un peu Et alors ce Ils reportage. sont On avait petits. vu aussi un autre récemment là, qui avait été fait pareil sur Golf Plus. Mais oui, ils sont encore petits, ils ont 6 et demi et 8. Oui, parce qu'ils l'ont pas Donc, vécu, tu vois. Donc, non, pas ils- vécu. Ils voient papa à la Non, télé. non. C'est génial. Ouais, ouais, Papa, ouais. il était champion quand même. Il passe à la télé. Mais c'est voilà, ils sont pas en pleine conscience Quand tu chantes. de tout ce qui se Je passe, chante. mais c'est étonnant. Pardon. Mais en tout cas, moi, c'est le partage, c'est ce que je vis Ouais, actuellement. C'est ça, c'est trop bien. C'est la transmission de cette passion de ce jeu. Enfin, que j'ai. Ah, Et là, je commence à le vivre vraiment quand ils ont 6-8, 6-7-8. Il y a- Là, ça il y a- commence ça à commence jouer. Ouais. C'est À s'accrocher, c'est à génial. parier. Génial. Quel est le joueur parce que moi j'aime bien un peu poser cette question. On l'a fait aussi avec Olivier, Benoît, etc. Quel est le joueur un peu français qui vous a donné? Alors moi j'en ai deux. Je suis un jeune golfeur, mais qui vous a donné le plus d'émotions sur sa carrière. Moi j'ai aimé la victoire d'Espagne de Mathieu parce que ça m'a beaucoup parlé. Et pour la petite, parce que moi j'ai des petites anecdotes aussi. Bien sûr. Un petit matin, nous étions en Suède. Non, je plaisante. Tu sais qu'avant qu'il gagne, il est venu manger à la maison, en été, avec Mélissa, et il m'avait dit, il me manque juste une victoire. Il me dit, dès que ça va se déclencher, et il gagne peu de temps après l'Open d'Espagne. Mais je te jure que c'est vrai. On était assis sur le coffre avec Fred Aubert, un copain de Saint-Jean, assis. Je vous le jure que c'est vrai. On a versé une larme. Parce qu'on était... Ouais, et puis, tu sais, par rapport à ce qu'il m'avait dit, ouais, j'ai dit, ça faisait tellement sens. il l'a fait et il l'a dit, mais ça c'est le déclencheur. Parce que je sais que c'est fort quand même d'avoir cette... Et putain, j'étais tellement content. Ça, et puis moi ça a été un peu le... Moi c'est du buisson sous les chachis, là, sous les cactus. Ça, bon, alors, vous faites partie aussi des grands joueurs français, attention, mais je regarde un peu sur sûr. les images, un peu, voilà. Moi j'ai appris à vous connaître Exceptionnel, lui. après, et vous me donnez plein d'anecdotes, mais Dubuisson, il fait... Moi, je trouve partie Alors, aussi de ces- Dubuisson, pour la petite histoire, comme Matt, il donne beaucoup aussi pour les jeunes. Ouais. Énorme dans la transmission, incroyable. J'étais à Tenerife, là, chez lui. Ouais. Il a une zone exceptionnelle. C'est bien ce qu'il a Oh. fait. Ah ouais. Ouais, c'est pas bien, c'est parfait. Puis alors, si un pro veut s'entraîner, Greg, si un jour tu te dis, tiens, un hiver, franchement, c'est une super option. Il a vraiment une zone incroyable. Et dans la transmission, mais il est dingue. Il est habité par le truc. Il adore. Et tout comme Matt, franchement, c'est les deux qui sont vraiment investis. On ne pouvait pas s'y attendre forcément pour Victor, plus pour Matt. Et Victor, il est surprenant de ce point de vue-là, quoi. Très surprenant. Tant mieux. Oui. Ah ouais. Extraordinaire, génial. Donc t'as raison. Moi, les personnes qui m'ont beaucoup aidé, moi, donne-moi de la moitié. Toi. T'as la moitié pour Béa, la moitié pour moi. T'as dit que t'aimais pas trop. Des petites gouttes là, de chocolat là. Non, moi, je me suis fait. En fait, c'est deux personnes avec qui j'ai joué énormément, qui m'ont beaucoup aidé, qui font que je suis là aujourd'hui. Peut-être comme un peu Matt est là grâce à Juju et moi. C'est Barry Lane et Raph Jacquelin. Ok. J'ai fait toutes mes parties d'entraînement à partir de 2000 quand je suis arrivé sur le tour jusqu'à 2007-8. Franchement, toutes les parties d'entraînement, quand je faisais pas le programme, je jouais avec eux deux. Eux deux, et alors il y a eu Olivier Edmond, il y avait Greg aussi, il y avait Jeff Luquin, il y a eu Philippe Lima, il y avait un quatrième qui était là et on était très soudés tous. Mais c'est vrai que je jouais avec Barry Lane et Raphaël Jacquelin, mais j'ai joué un nombre de fois avec eux, pas possible. Et ça m'a énormément aidé. T'imagines, tu joues tous les mardis avec Barry Lane. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une Ryder Cup, c'est un championnat du monde de match play gagné, c'est l'un des meilleurs Anglais. Enfin, c'est un vrai super joueur. Et puis bon, Raph Jacquelin, Raph quoi. Et j'ai été biberonné par ces deux mecs qui m'ont en fait pris sans que je m'en rende compte par la main et qui m'ont un petit peu infusé tout le golf, toute la performance, tout le haut niveau, sans vraiment que je m'en rende compte. Et ça, donc ça c'est mes deux champions moi. Ouais. Ça c'est mes vrais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment les deux personnes qui m'ont beaucoup aidé. Après, en image, moi, j'idolâtre Ballesteros. Oui. T'as joué avec Ballesteros. J'ai joué avec Ballesteros, ouais, Norman aussi. Bon, tous ces mecs. Mais tu vois la différence aujourd'hui. Les mecs, ils passent pro, les jeunes, ils passent pro.
ils s'identifient et ils veulent quelque part aller battre Rory et compagnie. Moi, les Stéros, Jamais voulu le battre. Faldo, tout ça, mais c'était mes dieux. Ouais, voilà. Moi, je n'avais pas une seconde, je me disais que je pouvais aller les battre. Ouais, bien sûr. Moi, je les regardais, c'était l'heure du golf à l'époque sur la 3. Je pense qu'il y a que Béa et moi qui... Pour le coup, il y a... Non, j'aime bien les L'heure du golf. Alors, je jouais C'était pas pas Nelson Nelson encore sur la planche, moi. C'était pas Nelson Montfort qui présentait ça? Si. Nelson Montfort qui présentait l'heure du golf. Ça, je vais regarder ça. Ouais. Je vais essayer de trouver. Sur la 3. Ça me plaît, ça. Ouais. À l'ancienne. Et bon, voilà, après Canal avec Bernard et André-Jean Laforie avec les commentaires, moi, ça m'a bercé toutes mes soirées, toutes mes nuits. Enfin, moi, voilà. Hein. Et Domi après, mais avant. Et c'est vrai que, je te dis, moi, un Bernard Langer, un Curtis Strange, ces mecs-là, je les regardais, pas une seconde, ils m'effleuraient l'esprit de pouvoir aller jouer une compétition contre eux et d'être meilleur qu'eux. C'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé. Mais l'évolution, les mentalités, tout ça, ça se fait petit à petit. Tu pètes des barrières, tu t'empêches certaines choses et puis tu te rends compte que c'est possible. Mais c'est le jeune qui va s'en rendre compte parce que le mec va lui dire, mais attends, mais pourquoi tu te mets une barrière là? Vas-y, pourquoi pas? Et en fait, tout avance plus vite. Et je pense que le golf français progresse, évolue, va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de champions. Matt a gagné aux US, c'était jamais arrivé avant. Voilà, on a des joueurs qui ont joué en Ryder Cup, on s'est rapproché des majeurs et c'est ça qui nous manque vraiment. Et puis voilà, mais ça viendra parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'expérience qui sert et Matt et Victor en sont de très bons exemples. Il y a des choses se mettent en place. Voilà, on puisse aller dans ce chemin-là. Il y a plus de champions. une politique fédérale aussi hyper agressive sur le sportif et sur le haut niveau. C'est bien. On nous donne les moyens et il y a beaucoup de jeunes et il y a une super génération qui arrive. Vraiment, pour les côtoyer beaucoup, il y a des amateurs vraiment très forts. Donc on a de belles années devant nous, mais bon, il faut péter aussi des plafonds de verre de temps en temps. Ouais, d'accord. Petite anecdote, quand Mathieu gagne, je suis à Nantes à un concert. Je ne veux pas regarder le tournoi. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que vous allez vous moquer de moi. Non, Sardou. Michel Oh, Michel. alors, Michel, quand même, une légende. Michel, je sais que tu nous regardes, on t'embrasse. Bien sûr. Et j'ai mon téléphone dans mon sac qui fait que vibrer. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Bon, bon signe ou les gens, tu sais, ils s'excitent un peu. Bon, bref. Oui, aussi. Je sors de là et là, je regarde mon portable et je vois des messages de Thomas Levé qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu regardes Mathieu, je te connais, tu regardes pas la télé. Je te préviens, si tu regardes pas la télé, je descends, je te mets un coup de pied aux fesses. Regarde, il est en train de faire un truc de dingue. Thomas qui a eu un super rôle aussi avec Matt. Ah, mais énorme. C'est pareil. Un peu le parrain. Pareil, c'est des gens que je ne sais pas comment les remercier plus que ce que je fais, tu vois, aujourd'hui. Et donc, il me dit ça. Et là, je me dis, oh là là, c'est qu'il doit bien jouer, tu vois. Donc, le stress vient encore plus parce que je ne peux pas regarder Mathieu jouer à la télé. Je peux le suivre sur le parcours, mais si je le regarde à la télé, j'ai mon estomac, c'est viscéral. Je ne peux pas. Je respire pas, c'est très compliqué. Et là, je me dis quand même, donc je dis à mon chéri, écoute, avant de rentrer à l'hôtel, regarder Mathieu, viens, on va boire un cocktail. Je gagne encore du temps, tu vois. Je me dis, il va pas rester beaucoup de trous, je regarde l'heure. Et là, quand même, il me dit, Béa, t'abuses, Matt, il est en train de faire un super truc, il faut qu'on y aille. J'étais sûre, tu peux avoir un gin tonic, un autre. Il me dit, Béa, allez, on rentre. Donc on rentre, il allume son ordi, il met, et là, Matt, il est au 14, tu vois. Donc je commence déjà à regarder comme ça, moi. Je peux pas, c'est incroyable. De là, bon, il fait tous ses trous jusqu'au 18. Et de là, il met son drive dans le rough au 18. Il a ce coup incroyable qu'il doit faire. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il faut faire 4, je crois qu'il met un truc de malade dans le rough, non? Il y a un truc comme ça. C'est drive dans le bunker, sortie de bunker dans le rough, il met le coup de wedge fantastique. Et donc, et là, je me dis, il va comment il va se sortir de là, tu vois? C'est compliqué. Et là, il fait ce shot. Surtout que son cadet Oui, il lui dit non. lui dit de pas le faire. Il allait chercher la C'est là où sécu. tu vois le leader du c'est le patron, mec le qui soir, prend les choses en main. Bien sûr. Bon, là, il prend les choses en main. Il fait ce coup magnifique, tu vois, et je regarde la balle, je vois la balle tomber sur le green. Là, déjà, je hurle, tu vois, je saute sur le lit. Waouh, trop bien, il s'en est sorti, c'est un miracle, tu vois, pour moi. Et là, il fait son putt, il rentre. Et là, je me suis effondrée, tu vois, en larmes. Je pleurais, c'était trop beau. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il m'appelle, tu vois. Donc, il y avait le décalage, le temps qu'il fasse les interviews, le machin, il m'a appelé.
Mais pour moi, ça a été le moment le plus émouvant que j'ai vécu. C'est génial. Ça et le cut d'Augusta. Quand il a passé le cut à Augusta, j'ai pleuré aussi. Parce que tu t'es dit, ton gamin, il passe le cut à Augusta. Ouais, Waouh. Donc pour les parents, ça vous arrivera avec vos enfants, puisque vous allez faire des petits champions. C'est quand même super émouvant. Ah, c'est quelque chose. Ça doit être quelque chose. Pour rebondir sur les grands frères, moi, pareil, j'ai eu la chance. Voilà, Michel, pareil. Qui chantait en suédois? Non, l'importance des grands frères. Et moi, je fais partie de ceux qui vraiment souhaitent passer le maximum de temps avec les aînés qui peuvent apprendre. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais apprendre de mes aînés par respect. Et donc, voilà, toutes les opportunités étaient bonnes à prendre. Donc, moi, j'ai commencé avec Jean-Louis Guépy ici, dans le secteur. Tu vois, un peu Greg Julien avec Mathieu. Jean-Louis Guépy qui était sur le circuit, qui était un bon joueur, sérieux, franchement. Numéro un français. Et j'ai fait, il m'a pris un peu son aile et on a joué beaucoup de parties. Ici, on allait souvent à la Cano aussi, au Médoc, et sur la côte basque, déjà à Arkang. Et ensuite, bon, il a arrêté assez rapidement au final. Et moi, j'ai continué. Et là, ça a été un joueur que tu connais bien, qui t'a fait le premier dîner, Benito Telleria. Mais moi, quand je suis arrivé chez les pros, lui, ça a été vraiment celui qui m'a vraiment le plus aidé. À la fois en trouvant le caddie, c'est grâce à lui que j'ai trouvé Olivier Lissondo, c'est lui qui me l'a trouvé. Et après, il a tout fait en fait pour que la transition se passe de la meilleure des manières. Et donc, je passais beaucoup de temps avec lui. Grâce à lui, j'ai rencontré Olazabal, qui était à l'époque une des légendes, un des maîtres. Et donc, j'ai fait beaucoup de parties. On a dit, tiens, je suis sur Osgore, on va jouer avec Chema et V2V quoi, quand il était là. Donc, quand V2V n'était pas là, on se faisait le match juste avec Chema. Enfin bon, donc plein de matchs comme ça à Osgore. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, je pense Mathieu avec Julien et Greg, et de temps en temps moi, c'est qu'il te bat, enfin tu le bats à l'entraînement. Donc en fait, tu te dis, au bout d'un moment, tiens, c'est possible, eux ils sont au top. Et peut-être petit à petit, en fait, je commence à les battre à l'entraînement. Et c'est ce qui se passait aussi avec Chema. Je me dis, mais au final, j'arrive à le battre à l'entraînement. Donc, enfin bon, c'est des déclencheurs qui font que ça reste son importance. Et grâce à Benito aussi, dans les 2-3 premières années pro, Open d'Espagne, on rate le cut. Il connaissait bien CV. Bon, parce que Benito, il est comme ça, il adore, il admirait, mais en plus, il parle un peu espagnol, il a le contact facile. Donc, CV, il le connaissait, et puis il reçoit un coup de fil de CV. On rate le cut tous les deux. On ne savait pas trop quoi faire. Bon, et puis en fait, il reçoit un coup de fil de CV. Ah, tu veux venir? Je fais un barbecue à la maison ce soir. Et puis là, il dit, bah ouais, mais je suis avec un petit jeune, là, je peux l'amener. Et nous voilà, arrivés au barbecue chez CV. Tu vois? Et là, le soir, au cigare avec CV. Ah ben, la photo, j'ai encore. Mais tu vois, c'est magique. Et CV, moi, c'est celui qui a bercé mon enfance. Vraiment, c'était mes idoles avec Norman Ballesteros, c'était les deux. Voilà. Et après, il y a eu Woods qui est arrivé. Alors, c'était le cataclysme. Mais ouais, et donc, c'est grâce à des grands frères comme ça, Benito. Et après, dès que j'arrivais sur un tournoi, sur le Tour européen, j'ai essayé de jouer avec V2V, parce que l'air de rien, avec le British aussi. Moi, j'étais au championnat de France au national, mais bon, ça a quand même marqué. Mais en bien, beaucoup en bien. Hein. Malheureusement, il y a une fin horrible, mais c'est quand même un Français qui allait gagner le British. Et moi, je l'ai vécu au championnat de France, c'était magique. Et Thomas aussi, qui manque de gagner le British à Murfield. Ça fait partie aussi avec Contraire Niels. Ça, c'est un des gros marqueurs aussi, je trouve. Et donc voilà, dès que je pouvais jouer avec eux, les deux Thomas, Jeff Remesi, Christian Sévère. Puis après, Greg et Raph, Jacqueline et Jeff Luquin, on a fait énormément de parties. Quoi. Voilà. C'était une belle histoire de copains par la suite. Et on se tirait la bourre entre nous. Quoi. Moi, j'adore entendre des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai commencé plus tard. Moi, Ballesteros, j'ai appris à connaître après, tu vois, mais à entendre ça, c'est bien parce que tu vois qu'en fait, et tu le retrouves, c'est ce que je dis dans le golf, on va dire que les golfeurs, c'est accessible. Tu vois, Ballesteros dit, viens, on va faire un truc. Alors, tu vois, je suis pas sûr, sans dénigrer, mais dans d'autres sports, peut-être, tu vas pas avoir un mec que tu vois jouer au foot qui va dire à un jeune, tiens, mais t'as raté ton truc, viens. Tu vois, il y a cet aspect du golf qui est, et c'est marrant parce qu'ils en parlaient au premier épisode, qui est très familial, ouvert. Tu vois, c'est comme là ce qu'on fait, tu vois, c'est un repas, on peut partager, un champion peut venir là avec un autre, il y a ce partage. Et moi, je trouve ça génial, quoi.
Bon, l'histoire, le cigare, je trouve ça génial, quoi. L'histoire que t'es... Benito il me l'a fait ça aussi à Madère. Ah bah Benito, lui, là, et puis alors, Il plus chasse les le anecdotes. soir là et on est parti bouffer à Ballesteros, Benito et moi, les trois. Ah, mais c'est bon. Est-ce que vous avez bien mangé? Très bien. Excellent. Franchement, c'était un délice. Hein. Carrément. Non, c'était très bon. Très très bon. Franchement, je crois que tout le monde est en stage, vous pouvez les garder. Oui, c'est Ouais, bon, c'est sûr. Non, merci beaucoup les copains. Je pense que vous avez bien mangé. On s'est tous régalés. On va aller sur le parcours. Allez. Merci beaucoup. Prenez le dessert en même temps que nous et nous on va aller faire le café sur la terrasse et on va sur le parcours. À tout de suite.